Amazon a une obsession, c'est la satisfaction client. Donc, si tu as cette obsession pour la satisfaction du client, tu vas te poser les bonnes questions pour pouvoir satisfaire ton client. Et les bonnes questions ne peuvent avoir de bonnes réponses que lorsque tu as réellement des bonnes données que tu arrives à interpréter. Alors, comment les entreprises africaines utilisent la donnée, l'IA, pour pouvoir impacter le marketing? La donnée est la nouvelle sorcellerie des entreprises. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire des choses, tu dis, mais ils sont des sorciers. Ceux qui utilisaient Amazon, on va dire il y a 20 ans, ils ont pu constater quelque chose à un moment donné. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont collecté les données sur les historiques d'achat des gens. Ils savent que tu as aimé un livre et que tu vas atteindre les mêmes objectifs probablement que eux. Et ils ont lu ces livres-là. Tu dis, ah, si ceux qui ont acheté ça, ils ont acheté ça aussi. Donc c'est une bonne chose pour moi. Et c'est la puissance de la donnée. Donc, collecter la donnée pour proposer, pour contrôler. C'est la sorcellerie, ça. En faisant la proposition, tu multiplies la valeur du panier par 5. Tout à fait. Ça nous amène justement à parler du marketing prédictif parce que le marketing prédictif te permet aujourd'hui de savoir exactement ce que tu dois proposer comme produit et créer un sentiment d'urgence. Il reste plus que 1, plus que 2, plus que 5 en stock. Donc du coup, toi, tu vois ça, tu te dis qu'il faut que j'achète, je veux pas que l'article... C'est ça. On n'est pas réellement en train d'utiliser la data. On sait très bien qu'Amazon a fait une performance extraordinaire, mais justement, c'est basé sur la data. Donc, si éventuellement on utilisait la data et qu'on réunissait les conditions que Amazon est également en train de réunir, on devait éventuellement avoir un résultat similaire. La donnée n'est pas disponible. Même si elle est disponible, on ne va aller la chercher. On peut faire des suppositions. La plupart des décisions que les dirigeants prennent, c'est essentiellement basé sur les ondes. Il paraît que... Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je comprends bien, vous pouvez nous dire clairement comment est-ce que les entreprises utilisent la data pour conquérir leur marché. On a remarqué une chose, c'est que la data elle est disponible, mais sauf qu'on ne l'utilise pas. C'est-à-dire les entreprises ne prêtent même pas attention à combien de pétitions on a eu par exemple, combien de clients sont satisfaits, ou bien parfois quand nos commerciaux s'en vont rencontrer les prospects, combien de prospects parmi eux peuvent dire ok, je connaissais votre entreprise avant que vous veniez me contacter. C'est ça. Ce sont des données qui normalement devaient être utilisées et qui doivent être collectées. Mais est-ce que les entreprises mettent en place un processus justement pour arriver à ça, avec les commerciaux? Parce que là, je parle des commerciaux. Comme on le dit en prophète africain. C'est voilà, il fit là, il fit. Il est déjà là, il est déjà dans le bain. Il est déjà dans le bain. Voilà. Comme Eman dit, fit in. Yeah. Direct fit in. Yeah. Super. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de la Team Agile, le top des décideurs agiles by Agile Team. Votre rendez-vous stratégique où on décrypte, analyse et challenge ce qui secoue le monde des affaires, de la tech, du leadership dans le monde et surtout en Afrique. Je suis votre hôte Dominique Odieb et en co-animation, je suis avec Tanela Vozi, Deputy CEO de Agile Team. Hello Tanela. Salut Dominique. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien, ça va très bien. Je suis contente d'être avec toi encore. Comme toujours, hein, moi pareil. Alors, nous sommes aussi avec Arman Capo, chairman de HNC Group. Hello, Eman. Salut, il y a des bonnes nouvelles qui sont arrivées. Ça va? Oui, j'ai vu les... Mais en fait, pour vous dire la petite histoire, en off, on est en train de parler et Arman, il est en train de rire des actualités. Il est en train de rire des actualités. On va y arriver. On ne sait pas si on va arriver à cet épisode, mais franchement... Ceux qui nous suivent, vraiment, merci. Gars, si vous êtes un homme, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc... non, franchement, on n'a pas encore lancé, mais il est déjà en train de vouloir vous faire rire. Je vous assure, si vous êtes un homme, il y a une très bonne nouvelle qui est en train d'arriver. Non, un homme avec des idées corrompues. Ils vont l'annoncer tout à l'heure. Des idées sont corrompues. Dans les top news, moi je suis pressé d'avoir la confirmation. D'écouter les top business et je vous news. dirai en son temps et en son heure. Comme le dit un proverbe africain, quand la moisson s'annonce, eh bien, il faut préparer le vin. Magnifique. En tout cas, Herman, aujourd'hui, on va parler de data, on va parler d'IA, on va parler des top business news, des top trends et du hot topic. Et aujourd'hui, contrairement avec la suite de l'épisode précédent, nous aurons un invité spécial, un nouvel invité d'ailleurs, que nous ferons découvrir tout à l'heure. Alors, c'est parti pour les top business news du jour. Le Gabon lance sa carte de résidence à 10 milliards de francs CFA pour les investisseurs étrangers. Dans la CEMAC, le prix du cacao chute de 40% en fin 2025. Gozem, la super app, lève 30 millions de dollars pour accélérer la mobilité et la fintech. En quatrième top business news aujourd'hui, on parle de télémédecine et surtout de la health tech, ce secteur qui explose et devient un nouvel Eldorado pour les investisseurs. Aujourd'hui, en top trend, on verra les décisions pilotées par l'intelligence artificielle. Et en hot topic du jour, nous verrons data analytics et marketing, comment les grandes et petites entreprises utilisent la donnée pour conquérir le marché. Et enfin, on finira bien sûr avec les top tips by Tanela.
Alors, Tanela, on commence avec les Top Business News. C'est parti. Merci Dominique. Bonne nouvelle pour tous les investisseurs. Au Gabon, le Gabon offre une carte de résidence au moindre coût de 10 milliards. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? 10 milliards, c'est quand même un chiffre incroyable. Alors, oui, bien sûr. 10 milliards, c'est quand même un chiffre incroyable. Oui, c'est vrai qu'on ne s'adresse pas à tous les investisseurs. On va dire bonne nouvelle pour les gros investisseurs. Alors. Donc, effectivement, le Gabon offre une carte de résidence pour tout investisseur étranger qui va investir la somme de 10 milliards. Cette carte sera valable donc 10 ans. Il faut savoir que cette nouvelle a été annoncée lors du Conseil des ministres du 23 octobre 2025. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a adopté plusieurs mesures visant à renforcer l'attractivité économique du pays. Alors, l'ambition du chef d'État est bien évidemment d'opérer une transformation économique qu'il n'a pas cachée depuis son investiture. Et cette mesure a pour objectif, en tout cas, d'attirer les investisseurs sur le long terme, d'attirer des capitaux étrangers dans des secteurs hors pétrole, l'agro-industrie, les mines, l'énergie, les infrastructures, etc., afin de diversifier donc l'économie gabonaise qui est jusque-là principalement centrée autour des ressources naturelles. En plus de cette mesure, l'un des bénéfices est aussi le développement de l'inclusion, parce que le chef de l'État souhaite maximiser sur cette décision afin de renforcer la création d'emplois et la valorisation du savoir-faire local, bien évidemment la transparence dans la gestion des affaires publiques. Mais moi, Tanela, je me demande, est-ce que c'est une stratégie de diplomatie économique ou alors c'est une stratégie pour attirer les investisseurs? Parce qu'il faut quand même se dire que 10 milliards, c'est un chiffre assez spectaculaire. Donc j'aimerais vraiment qu'on pose la question à Eman pour lui demander directement pour toi, est-ce que lorsque l'État gabonais fait cela, c'est un signal diplomatique visant à filtrer les investisseurs pas assez, on va dire, riches et pour attirer les plus gros investisseurs, ou alors c'est simplement une façon de fermer les investissements à un certain type? Il y a, avant lui, je crois qu'il y a Donald Trump qui a pris une décision. Il y a une dernière qu'elle a prise là. Il va signer un décret interdisant donc du coup les immigrés, voilà, les immigrés des pays de tiers-monde dans son pays. Tout à fait. Il ne veut que... Même ceux qui ont la green card. Voilà, il ne veut plus que les gens aient valeur ajoutée pour les États-Unis. Si tu n'as pas de valeur ajoutée pour les États-Unis, suivant sa définition de valeur ajoutée, tu n'as pas ta place là-bas. Voilà. Mais au moins, sa valeur ajoutée n'est pas aussi précise que l'État gabonais qui dit 10 milliards. T'inquiète, je vais en venir. Il y a un proverbe ivoirien qui dit que le pointeur doit payer cash. Donc, si tu veux notre pays là, C'est ça. tu veux venir dans notre pays, genre, tu ne viens pas et tu investis pour 500 millions et puis tu dis, voilà, tu as une PME. Non, c'est-à-dire que tu veux 4 des résidents. Il n'y a pas de défi. On te donne 10 ans, mais tu investis 10 milliards. Mais est-ce que ça repose, est-ce que ce type de positionnement C'est la sélection. est-ce que ça repositionne On a la le possibilité. pays où Toi, ça crée de la valeur? Toi, tu sélectionnes pas. Non, mais Non, c'est un principe de sélection. Okay? Car, comme le dit un proverbe africain, lorsque ton candidat te demande un coq, ce n'est pas n'importe quel coq qu'on envoie là-bas. Donc, ils ne veulent pas accueillir chez eux n'importe quel investisseur qui vient ouvrir une agence de voyage, une agence de com, qui fait salon de coiffure, des trucs comme ça. Là. On dit non, désormais, c'est pour les Gabonais. Deuxièmement, si tu tiens à faire, il faut faire de vrais investissements. c'est ce que je voulais dire justement, que cette réforme vient à la suite de ce qu'on a entendu sur les commerces gabonais. Si tu ne peux pas investir 10 milliards, you are not welcome. Donc, je crois que c'est une question de souveraineté nationale. Et le pays a décidé de prendre, donc, du coup, son destin en main. Donc, on ne veut plus, comme on dit chez nous au Bénin, des fanfounons, des plaisantins qui disent, bon voilà, parce qu'il y a des opportunités au Gabon, j'y vais. S'il y a de vraies opportunités, on veut des investissements. Il existe une zone industrielle, voilà, il existe une zone franche, il y a du potentiel. Tu peux produire là-bas, exporter vers les pays limitrophes du Gabon, mais il faut au minimum 10 milliards de francs CFA. Et voilà. On appelle ça club privé, private club. Si tu veux adhérer, il y a un montant qu'il faut payer. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Comme le dit le proverbe africain, les moutons se promènent, mais ils n'ont pas le même prix. Très bien dit. En tout cas, bienvenue aux investisseurs milliardaires au Gabon. Amen. On reste dans la CEMAC, Tanela. On parle justement du prix du cacao qui chute
de 40% Ça, c'est une très bonne en fin nouvelle. 2025. Herman en train de rire de cette Ouais, info je sens depuis qu'il tout à veut l'heure. me, hein. Je vais Non, lui mais donner vous la imaginez- primeur de... Vous imaginez le prix du cacao? Acheter du cacao, ça. C'est une bonne nouvelle pour les hommes. En tout cas, les prix agricoles ont diminué de façon globale, mais on remarque une chute particulière sur le prix du cacao. C'est ça. Est-ce que tu as justement, tu peux nous dire ce qui s'est passé avec le cacao? C'est ça, Dominique. Effectivement, le prix du cacao à l'exportation au Cameroun a chuté de 43% entre décembre Wow. 2024 et juillet 2025. Il faut savoir aussi que cette décroissance continue et est soutenue, puisque entre le deuxième et le troisième trimestre de 2025, le prix a chuté de 10%, VS 7% le trimestre précédent. Donc cette baisse s'explique bien évidemment par... une baisse des prix mondiaux, due à un excédent de production en Afrique de l'Ouest et puis à une augmentation des stocks physiques de cacao. Donc, comme tu le disais, Dominique, c'est vrai que les baisses concernent aussi, par exemple, le café, le riz ou le tabac, mais un gros focus et l'emphase est vraiment mis sur le cacao. Donc, ce repli est marqué plus qu'au trimestre précédent et ça pourrait peser lourd sur les recettes d'exportation et les revenus des producteurs au Cameroun. Oui, le Cameroun est en train de vivre quelque chose de terrible parce que je connais beaucoup d'investisseurs dans le cacao, effectivement, qui aujourd'hui, non seulement avec la crise post-électorale qu'il y avait, ils avaient du mal à transporter leurs produits. Absolument. Et là, maintenant, on vient faire face au Cameroun avec une chute de 40%, de 43%. C'est quand même incroyable. Donc, Herman, est-ce que tu peux nous expliquer, enfin, de ton point de vue, est-ce qu'il faudrait à ce moment-là réinventer la stratégie agricole pour ne faire face à ce genre de choses? C'est trop précipité parce que peut-être l'évolution des coûts mondiaux, on va dire des matières premières, c'est quelque chose Ça de très- fluctue beaucoup. C'est volatile. Voilà. et Alors ça instable. dépend donc, du coup. Je sais pas à quoi c'est dû. C'est parce que maintenant les gens font des pâtes pour faire les chocolats donc du coup on va dire synthétisés. Donc c'est ça qui explique ça. Les gens mangent de plus en plus de sucre. Et donc, peut-être qu'on a besoin de moins de tout là, de chocolat dans les chocolats. Je ne connais pas les raisons de cette chute mondiale. Donc, du coup, mais de toutes les manières, comme le dit le proverbe africain, quand on a bien récolté pendant la saison pluvieuse, à la fin de la saison pluvieuse, il existe toujours une saison sèche. Donc, celui qui est dans la vie de façon générale doit savoir que la vie, c'est des hauts et des bas. Et donc, pour ce qui concerne les Camerounais, ils sont d'une résilience incroyable. C'est pas parce que Ça, c'est même plus la résilience, c'est autre chose, quoi. C'est mal. Peut-être d'autres économies de la sous-région qui ne dépendent que de ces choses-là. Les Camerounais, ils ont plein d'autres choses. Ils ont plein de choses qui vont leur permettre du coup de s'en sortir. Sachant que, bon, voilà. Nous, En les tout Africains, tu cas, vois, c'est pas ceux qui investissent dans cette cacao ne vont pas dire ça. je comprends, mais Oui, bien, encore il y a une fois, forcément comme des je gens dis, qui vont en comme pâtir, je dis, il y a des hauts et des bas et tu as vécu le positif de quelque chose. Quand le négatif arrive, tu sais, il y a des gens qui disent qu'ils se marient pour le meilleur et pour le meilleur. Non, on dit on se marie pour le meilleur et pour le pire. Donc, il y a ces piles Ils ne et veulent faces. pas Start of the accepter, ils ne veulent game. pas déclarer ça sur Ah, leur mais vie. non, je ne vais pas le déclarer, mais je dis juste que le pire peut arriver. Parce qu'il y a des gens, ils disent que le pire ne va pas arriver quand le pire arrive. Donc, du coup, ils sont au savoir. Donc, il faut s'attendre à toutes les éventualités. Surtout quand on est en business. La fluctuation fait partie du business. Le tout à risque fait. fait partie du business. J'espère que ça Faut être agile. ça va vite se retourner. Et que, bon, voilà, les producteurs vont en tirer profit. Maintenant, alors, apparemment, c'est précisément le cacao d'Afrique centrale. Oui, tout à Donc, fait. ça veut dire peut-être. Et surtout le Cameroun. C'est pas assez Surtout le compétitif par rapport au cacao produit, on va dire, en Afrique de l'Ouest, par exemple, puisque à ce niveau-là, je crois plutôt que les nouvelles sont plutôt intéressantes. Donc, quand tu t'entends que l'affaire de belle-mère, de belle famille, tout ça, là, c'est le karma, ça. Restons donc sur une C'est film nouvelle qui se rappelle. intéressante et puis sur le positif, justement, comme tu dis, les hauts et les bas, on va rester sur les hauts. On a la super app Gozem qui lève pratiquement 30 millions de dollars pour accélérer la mobilité et la fintech. Alors, on parle des livraisons, on parle aussi de services financiers, Tanela. Est-ce que tu as des chiffres qui nous permettent de comprendre comment est-ce que Gozem a levé 30 millions de dollars? Breaking news au Togo, effectivement, Dominique. Et dans le secteur du VTC, donc Gozem, la super app de mobilité et de services financiers née à Lomé en 2018, vient de lever à peu près 30 millions de dollars pour accélérer son expansion en Afrique francophone. Les investisseurs principaux donc sur cette opération sont MSC Group et Almadar Ventures. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'accélérer cette expansion en Afrique francophone
francophone, pardon. Les services proposés par Gozem sont tout ce qui va concerner la mobilité, la livraison, la billetterie, mais aussi le financement. Et donc, au travers de ces fonds, l'ambition, en tout cas, est de vraiment améliorer l'expérience des chauffeurs avec l'accès de nouveaux véhicules. Et puis, également, ça a un effet macroéconomique puisque cette levée de fonds place maintenant le Togo dans le top 5 des Top pays 5. africains, les plus financés en start-up au premier trimestre 2025. Oh. Ouais, donc Du voilà. coup, Togo on the map, comme on dit. Exactement. Et d'ailleurs, C'est même- vrai qu'on entend pas souvent parler du Togo, Togo, en fait, ouais, en termes c'est ça. d'innovation, C'est et ça, puis de c'est précurseurs, ça, et puis c'est de top 5, Absolument. top 3, top 2. Hein. Absolument, non, ça fait plaisir. Vous dites que vous n'avez pas l'habitude d'entendre parler du Togo, mais pourtant... Non, vous- pas beaucoup. Alors, quand je dis beaucoup, Ecobank, c'est une banque togolaise. Oui, non mais bon, Askai, ça compte c'est- pas, ça compte pas. Askai, c'est une compagnie togolaise. Le port autonome du Togo est considéré comme Non, le port on ne parle de refuse dynamisme, pas la d'activité. richesse. On parle de, Bah oui, on non, parle de mais l'actualité on parle des constante. nanabes, des trucs comme ça. Non, Oh, mais non, 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 la Voilà, baisse, forcément, donc, c'est indéniable. exagère, non. Comme le Non, dit- il veut nous faire comme le croire dit là, en Proverbe fait, qu'on est en chinois, train de vouloir dénigrer, genre le Togo n'a pas les comme le actus dit- intéressantes. Non, Non, là, c'est même pas c'est ça. Mao Zedong qui dit qu'il n'a pas fait d'enquête, n'a pas de droit à la parole. On a fait nos enquêtes. Vous connaissez pas Aman, le- est-ce que tu penses que la mobilité, l'avenir de l'Afrique va forcément passer par les super apps Les comme super Gozem? apps. Ah non, alors, effectivement, j'apprécie que tu parles de super app parce qu'en fait, Gozem a l'habitude, par exemple, de donner des voitures, mettre les voitures à la disposition des chauffeurs. Et il y a certains cas, il y a un modèle de financement où les chauffeurs ont la possibilité, donc, du coup, d'utiliser leurs recettes et leur part des recettes pour pouvoir rembourser progressivement. Mais si demain, Gozem a on va dire une licence ou bien un agrément donc, du coup, d'établissement d'équibail. Donc ils peuvent désormais donc, du coup, faire de l'équibail, vont devenir une banque qui fait de l'équibail Ouais. pour ces équipements. Donc il faut absolument, moi je dis à tous mes clients, et nous aussi Haïtiens, si on va aller vers ça, il faut absolument aujourd'hui une super app. Une super Tu n'as app pas de super toujours. app, Qui te tu met vas en pas- avant un peu tu comme vas pas- Wave, un peu comme Jamo, Voilà, tout ça. tu ne vas pas exister, quel que soit le domaine dans lequel Wow. tu es. Il faut absolument une super app qui intègre plusieurs mini-apps et te permet d'offrir le maximum de services. Tout à fait. Ouais. On appelle ça All in one. one stop shopping point. C'est-à-dire que faites tout pour regrouper Tous les services. Tu vois, le monde tombe plus vers ça parce qu'en fait, tu vas voir dans tous les domaines. Hein. Est-ce que moi j'apprécie c'est- chez Gozem. Alors, j'ai cherché, je ne sais pas qui est derrière Gozem. C'est l'un des mystères. Hein. On ne sait pas qui. On sait que Yango, c'est les Russes, mais on ne sait pas qui est derrière Gozem. Bon, je suis, c'est parti du Togo. Donc, c'est ce qu'on sait. Mais donc, quelque chose soit du Togo, comme vous l'avez dit, c'est assez magnifique. Mais je trouve quand même qu'ils sont assez sérieux dans leur façon de gérer. On voit la qualité des voitures. Mon cher, j'ai pris beaucoup. Oui, c'est vrai. On a vu ça au Cameroun. Ils sont au Cameroun. Au Gabon, au Gabon. Au Gabon, et ils sont maintenant arrivés à Brazzaville. Tu sais, au Cameroun, d'ailleurs, ils ont lancé le côté moto également. Donc, tu vois, Magnifique. et Donc, j'aime ça parce qu'ils s'adaptent au marché, Alors peut-être que tu le s'adaptent sais ou aux peut-être que tu habitudes. ne sais pas. Zem, ça veut dire taxi-moto. Ah ouais. Ah bah ouais. Donc, quelle langue? donc au départ, c'est d'abord les taxi-moto. Le Gozem, au début, c'était les taxi-moto. Donc Gozem, Zemidjan. C'est en quelle langue? Alors, Zemidjan, je crois, ça doit être béninois, je vois. Les taxi-motos sont partis du Bénin, sauf mon erreur. Mais ici, on l'appelle Kekenan. Tu vois, et on l'appelle, comment on appelle ça? Comment on appelle ça chez vous là? Ou quoi? Les taxi-motos. Benskin? Les Bensiki. Les Bensiki, les tchak-tchak. Les tchak-tchak. Tu vois? Voilà, donc, on appelle ça Okanda. Au Kada. Je sais pas, au Nigeria. Au Kada. Un truc comme ça. Donc, mais ça s'appelle Zemidjan. Donc, c'est Gozem. Zem, c'est le nom que les gars de votre génération, là. Hein? les générations Z. Au lieu de dire Zemidjan, il dit Zem. Zem. Vous savez, il y avait une chanson des Toufan, là. Vous connaissez je connais pas. Voilà. Oleya. S'il te plaît, laisse le concert. C'était une belle chanson. C'était une de leurs premières. Zemidjan, vous connaissez pas. Ok, c'est pas grave. Donc, Gozem, c'est parti à Zem. Oh, super. Avec Zemidjan, donc taxi-moto. Donc, c'est d'abord des taxi-moto et progressivement ils sont allés vers l'auto et ça a pris une ampleur extraordinaire. Qu'ils arrivent à lever des fonds aujourd'hui, moi je trouve ça super, topissime. Et puis ils sont très sérieux. 30 millions de dollars en plus, c'est pas rien. Si Yango est russe, on va considérer que c'est l'une des vraies, on va dire, start-up de VTC, purement, on va dire, africaine, qui plutôt marche bien. Très bien. On reste sur cette note justement de ce qui marche bien. On va aller au secteur de la health tech, la télémédecine, la médecine, la santé. On a aujourd'hui un secteur qui explose, c'est la health tech. Et on parle des startups comme Aeon Medical qui a levé
tu nous diras tout à l'heure, Tanela, des milliards de dollars. Absolument. Ou $1 milliard, je sais plus. Un milliard, ouais. Voilà, donc milliard. justement, Comment on fait comme ça assurance santé, diagnostics médicaux, tout devient digitalisé. Et donc, on va parler aujourd'hui en Top Business News numéro 4 de la health tech et comment est-ce que ce secteur explose. La health tech a le vent en poupe en ce moment. Est-ce une niche de croissance? On peut le dire, dans un certain sens. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que la population de l'Afrique est en croissance exponentielle. D'ici 2025, on estime qu'à peu près un quart de la population mondiale sera africaine. Donc oui, qui dit croissance, dit basculement démographique et donc des besoins colossaux justement en matière d'éducation, de santé, d'emploi, d'infrastructure. Donc ça va de soi. Alors quelques chiffres justement sur le secteur. Donc la health tech africaine pèse 4,3 milliards de dollars américains avec une croissance de plus de 17% et un taux d'adoption du mobile et du digital supérieur à 70%. C'est pas rien, C'est 70%. pas rien. Absolument. C'est beaucoup. Et donc plusieurs startups justement ont voulu entrer sur cette niche, notamment donc la startup Aeon Medical dont tu parlais tout à l'heure. Justement, je voulais dire que c'est une startup sénégalaise que j'aimerais saluer, la startup Aeon Medical qui a levé 1 milliard de francs CFA. Absolument. Et je trouve ça extraordinaire pour une startup déjà africaine et en plus sénégalaise et dans le domaine de la médecine en particulier. Pourquoi est-ce que justement cette avancée massive vers le domaine de la médecine, comment ça se passe? Pourquoi? Tout simplement parce que oui, comme je dis, il y a encore des insuffisances. Il y a encore des insuffisances et il y a des défis justement à résoudre, à adresser, tu vois. Par exemple, Aeon Medical, la promesse et la valeur qu'elle elle veut en tout cas donner sur le marché, c'est vraiment de connecter les hôpitaux, les cliniques, les centres de santé facilement afin de faciliter la circulation des dossiers médicaux, des patients pour une prise en charge beaucoup plus rapide. Il y a également une autre start-up de health tech, Kera, qui a eu un financement de 10 millions de dollars de la part donc de la Société financière internationale. Wow. Oui, et qui elle justement reprend un peu le modèle de Doctolib en France. Donc ça permet de faire tes réservations, enfin de booker à l'hôpital quoi. Voilà, un rendez-vous médical. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la start-up intègre les travailleurs du secteur informel, comme les hommes et les femmes qui n'ont pas forcément accès justement aux services médicaux. Super. Moi, j'ai une question pour Eman. Est-ce que c'est une opportunité massive qui vient post-Covid? Est-ce que c'est un effet post-Covid qui fait en sorte que la médecine se digitalise? D'abord, je voulais préciser quelque chose de très important. Quand on dit qu'une start-up a levé de l'argent, donc on dit ton oncle qui est co-associé dans une start-up, ils ont levé 2 millions de dollars, tu vois, c'est 1 milliard, 2 de francs CFA en général. C'est comme l'histoire d'une fille qui allait voir un gars pour dire, bon, maintenant que tu as levé des fonds, on peut se marier, non? N'oublions que l'argent de la start-up, c'est pas mon argent. Donc, je voulais préciser, ceux qui entendent les montants, c'est pas qu'on le dit. C'est pas dans la poche, pas sa cache. Pas dans la poche. Parfois même ils doivent suivre des règles. Ils sont contraints justement à rendre compte, etc. Et la dernière fois, j'ai vu qu'ils étaient en conseil d'administration de 10h jusqu'à 18h. Ah, Waouh! tu dois rendre des comptes, hein? Tu as pris l'argent des gens. Compte, c'est ça. Oui. Tu as pris l'argent Les des gens. investisseurs vont demander ce qui se passe. Dois... Et puis, tu sais, même quand tu travailles dans ce type d'entreprise, tu es là en tant qu'employé, tu dis, mais on lève des millions et mon salaire vient en retard, comment? Bon, parce qu'en fait, ce n'est pas dans ton salon, mais ça, heureusement. Si on met ça comme ça n'allait pas être bon. Donc, il faut dire que non, c'est assez dynamique. Il faut préciser quelque chose de très important. Tout ce qui concerne la technologie aime les redondances. Donc, quelque chose est redondant. La technologie aime ce qui est répétitif. Or, quand on prend... Qu'est-ce que tu veux dire par redondant et répétitif? Alors, la dernière fois, il y a SOS Médecins. Donc, ma fille était souffrante et puis ils sont venus la nuit. Il est venu la nuit. Et il a fait un prélèvement, ils ont fait consultation pour consulter, pour tâter, etc. Tu as mal où, etc. Et puis ensuite, il a pris des prélèvements de sein pour faire un test de palu, des trucs comme ça. Et donc, j'ai dit, mais mince. Après, il a recommencé à remplir les documents, la carte d'assurance, et plein de trucs. J'ai dit, mais finalement, tu fais plus d'administratif que tu ne fais du médical. Donc, de ce qui veut dire qu'en fait, l'idée, c'est très simple. C'est d'automatiser autant que faire ce que tout ce qui est travail administratif. Parce que quand on parle de télé maintenant, quand on parle de health tech, il y a deux choses. Il y a la digitalisation de la consultation médicale et la digitalisation du support médical. Et donc, là où ça avance plus, quand tu apprends tous ces startups qui élèvent des fonds, etc., c'est beaucoup plus sur la digitalisation du support médical pour que les médecins n'aient plus ce workload, comment on appelle ça, charge de travail, donc qui va faire qu'ils n'ont pas la concentration pour faire ce pourquoi ils ont été formés
à savoir, donc du coup, voilà. Donc ce qui veut dire que j'ai un rendez-vous de consultation, on sait déjà quelle est ma carte de santé, on peut déjà prélever, tout a été automatisé. Et mon historique médical est disponible en ligne. Voilà, exactement. Il y a eu une start-up en France, donc, qui a créé donc, du coup, un outil qui fait que pendant la consultation, l'IA participe à la réunion et est en mesure donc, du coup, de remplir le carnet de santé, de remplir la fiche de Ce qui amène encore les sujets de sécurité de données. Hein. On s'en fout un petit peu. Nous, on est pragmatiques. Moi, je comprends pas. Si ça tombe dans les mains de quelqu'un de mauvais, tu vas dire qu'il va divulguer mon dossier sanitaire. Tu n'as pas appris l'histoire où on a dit que quelqu'un qui travaillait dans une morgue faisait l'amour aux femmes. Oui, on entend tout ça, des histoires comme ça. Tu ne peux même pas crier. Donc, incroyable. Laissez cette affaire de données, capées, machin, tout ça. Donc, l'IA va suivre. Donc, il y a trop de choses que les médecins et les aides-soignants, les infirmiers font qui n'ont rien à voir avec la médecine. Et donc, il y a un boulevard en matière d'automatisation du coup de tout ceci et donc du coup l'IA, la technologie sont les bienvenus qui permettront d'aider. Donc c'est une bonne nouvelle, ça fera que le médecin ne sera plus nerveux. Tu sais, mon premier médecin ophtalmologue qui m'a reçu, il m'a traité de zouave. J'ai compris qu'en fait de zouave. Il dit regarde bien. Pourquoi? Tu sais que le truc qu'on te dit de regarder là. Oui, moi j'ai tourné les yeux, j'ai dit zouave. Et ça c'était il y a pour 15 ou 20 ans et je comprends que le gars il est fatigué. J'étais peut-être la 17e personne qui l'a reçu. Et pendant ce temps qu'il remplit, te pose des questions. Aujourd'hui, on peut automatiser beaucoup de processus en ce sens. Magnifique, merci pour ces top business news. On va aller au top trend. Aujourd'hui, on parle des décisions pilotées par l'intelligence artificielle ou encore AI-driven decision making. Alors, partout dans le monde, aujourd'hui, les entreprises, ça lie à AI-driven decision making. Mais c'est ça, Eman, c'est ça. Tu nous cites en anglais ici. Vous qui ne comprenez pas l'anglais, elle a fini. Donc, les entreprises aujourd'hui utilisent les modèles d'IA pour prendre des décisions parce qu'on parlait des data ou de données dans d'autres épisodes. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'avec l'IA, tu peux véritablement anticiper et prendre des décisions parce que l'IA te permet non seulement de faire prédire la demande, prédire les besoins, personnaliser l'expérience client, analyser les risques. L'IA est au centre de la prise de décision. Aman, est-ce que, en tant que dirigeant, aujourd'hui, je sais que tu utilises l'IA. Vraiment, la façon dont tu as parlé depuis qu'on a commencé cette émission, je sais que c'est vraiment dans tes processus. Mais en tant que coach de dirigeant, est-ce que tu réalises que les dirigeants n'arrivent pas à intégrer l'IA dans la prise de décision ou alors c'est facile pour eux? Le charlatan, le marabout, le ganga ou bien le vaudou, non, il collecte des informations sur toi et il prédit ton avenir après. Vrai ou faux? Et vu ce que tu m'as dit, il va dire, quand tu me dis ça, tu fais ça, tu dis, on dirait que c'est la fille là. Il fait de l'analyse. Donc, il fait de la prédiction sur la base d'informations collectées. Maintenant, il fait cette prédiction sur toi sur la base des informations collectées sur d'autres personnes avant. Donc, la capacité prédictive donc, du coup, de l'IA est essentiellement liée sur les schémas récurrents. Magnifique. Des schémas récurrents. Chez le vaudou, non, le ganga ou bien le marabout, on appelle ça les schémas mentaux. Donc, tu lui présentes des informations et il va faire une connexion de ces informations avec des informations existantes, des schémas existants. Et il est en mesure de dire, vu ce que je vois là, ça va aboutir à ça. Donc, cette prédictibilité est basée sur l'information collectée. On a dit que l'IA existait depuis plus de 50 ans, mais qu'elle a explosé tout simplement parce qu'elle dispose de plus de données maintenant. Donc, à partir du moment où on a la donnée, on peut prendre facilement des décisions. Et moi, je suis très heureux aujourd'hui de l'avènement de l'IA et de la data augmentée. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, nous, on faisait les charlatans. Tu as des schémas structurants de pilotage d'entreprise, de prise des décisions d'entreprise dans ta tête. Tu vas voir un dirigeant, il te présente une situation, tu collectes les données et tu fais une corrélation et tu dis ça doit être ça. Il a l'impression que tu es un charlatan. Mais aujourd'hui, la donnée est de plus en plus précise. Et l'IA est en mesure de dire, vu les tendances, voici ce vers quoi on pourrait aller. Si on change ça, voici ce que ça va donner avec de la scénarisation. Mais qu'est-ce qui peut être plus beau pour un dirigeant que de pouvoir faire de la scénarisation pour dire, if I do this, I'm gonna get this. Si je fais ça, je vais pouvoir faire ça. Et l'IA est devenu très très fort là-dedans. Et c'est pour ça que nous, on sait qu'à de façon générale, la donnée n'existe pas. Et on a notre film de data marketing, analytics et de business intelligence donc qu'on lance là et qui va permettre d'avoir les données pour que les dirigeants sachent que this is what's going to happen. Voilà ce qui va arriver. Sais-tu que
Sais-tu que tu as la possibilité de créer un agent IA qui va donc faire du wrapping, web wrapping, qui va faire le tour du web et qui va te Web dire, wrapping. qui va te dire, écoute, vu les sites que la plupart de tes collaborateurs ont visités, voici les risques de départ dans les mois à venir. Tout à sur fait. la base des départs précédents correspondant au même comportement. Ils peuvent visiter les pages LinkedIn des gens pour voir qui a badgé Open for Work, tu vois. Et toi, il va te dire, OK, il va labelliser pour dire, il est à l'écoute du marché. Et donc, tu as, sur cette base-là, tu sais que lui pourrait partir. Il c'est quelqu'un comment que tu vas veux qu'il débaucher avant. Si tu es Tu quelqu'un accélères. qui parte, on appelle ça un bon débarras. Donc, si ton chat qui sentait mauvais finit par mourir, tu n'as même pas besoin de le manger. Deuxièmement, tant quand mieux. c'est une personne que tu voulais garder, eh bien, tu dis là, quelles sont les actions? L'IA te dit, voici tes performances, voici, etc. Sur cette base-là, engage ces actions-là et éventuellement, tu vas investir. Puisqu'il visite les sites de tel employeur. Si tel site, il a visité telle page, etc. Sur cette base, on soupçonne qu'il est intéressé par leurs offres. Demande-toi quelle offre on pourrait lever là-bas et faites-lui peut-être une contre-offre. Promets-le avant que peut-être on le propose en débauchage une promotion, augmente son salaire avant éventuellement qu'on lui propose en débauchage une augmentation de salaire. C'est ça l'IA prédictive. Quelle bonne nouvelle. Mais bon, ce n'est pas pour les tocards. Mais quels sont les secteurs, justement, en Afrique où la prise de décision pilotée par l'IA va être, va transformer la compétitivité dans les 12 prochains mois? Nous sommes en fin d'année et c'est intéressant de savoir quels sont les secteurs, d'après toi, qui vont vraiment être impactés par la prise de décision de l'IA. Je voulais juste donner un exemple, notamment sur l'aspect recrutement. Alors, il y a un film qui est juste top, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Moneyball. Je n'ai pas encore regardé. Non, j'ai pas vu. Ah, Moi, j'ai vu, comment ouais, toi, tu n'as pas j'ai vu vu les Moneyball? teasers de Moneyball. Oui. Ah, c'est J'ai des vu teasers. j'ai vu les Je teasers de pense que Non, Moneyball. c'est un vieux film. Hein, c'est un Bah, vieux Herman film. disait qu'il connaissait moi les films en anglais. Voilà, en anglais, c'est pas connu. Non, alors Vas-y. Moneyball, rapidement, sans pour autant trop spoil et donner tout le synopsis. Mais ça raconte en fait l'histoire d'un DG d'un club. Je crois que c'est les Auckland. Ah, je connais Moneyball. Je connais, ouais, voilà. Auckland Baseball, voilà. à fait. Donc le club. Et en fait, le DG était face au bord du gouffre. Oui. Il n'avait pas les moyens, son club n'avait pas du tout les moyens, et tous ces bons éléments partaient justement pour de gros salaires, pour des clubs avec plus de moyens, etc. Et puis il fait la rencontre d'un analyste qui lui propose de bosser avec lui et restructurer, redonner vie au club, À l'équipe. en recrutant des talents. En se basant sur la data. Et donc, il va ressortir Les données différentes justement, de de les joueurs, performances, etc. voilà, de performances. Oui, je connais ce film. Tu connais le film? Oui, Ah, oui, bah oui, voilà, je connais super. le film. Et donc, c'est vraiment ça, en fait. Et c'est une histoire vraie. Oui. Donc, tu vois, pour dire que c'est quelque chose qui existait depuis déjà plusieurs années et c'est ô combien d'actualité aujourd'hui, en fait. Oui, c'est des choses qu'on fait même parfois. On faisait déjà avant sans s'en rendre sans compte. s'en rendre compte, Oui. tu vois. Donc, je veux dire, aujourd'hui, c'est plus une question, quoi. L'IA nous aide à prendre des bonnes décisions. Merci beaucoup, Daniela. On va donc aller directement au Hot Topic. Et aujourd'hui, on a un invité, et nous sommes ravis d'accueillir. Notre nouvel invité, c'est Monsieur Edgar Sognonvi, qui est député CEO de marketing by AT&T. Hello, Edgar. Hello Dominique, Bienvenue. merci infiniment. Ça va très bien? On ramasse. Ici, c'est corporate and fun. Tu sais ça? J'ai T'es- remarqué ça avec beaucoup de... Comme on le dit un prophète africain, n'est-ce pas? C'est voilà, il fit là, il fit. Il est déjà là, il est déjà dans le bain. Il est déjà dans le bain. Voilà. Comme Herman dit, fit in. Yeah. Direct fit in. Yeah. Super. Bon, hot topic du jour aujourd'hui, on va justement parler de comment les entreprises comme IBM, comme on dit, comme Amazon utilisent la donnée, l'IA, pour pouvoir prédire les tendances du marché. Comment est-ce qu'ils utilisent l'IA pour la logistique, pour beaucoup, beaucoup d'éléments. Alors, Edgar, comment les entreprises africaines utilisent déjà les data analytics pour impacter le marketing? Est-ce qu'on utilise réellement le data dans nos entreprises africaines, puisque quand on remarque ce qui se passe et quand on parle également tu as parlé d'Amazon, alors qu'on sait très bien qu'Amazon a fait une performance extraordinaire, mais justement c'est basé sur la data. Donc si éventuellement on utilisait la data et qu'on réunissait les conditions que Amazon est également en train de réunir, on devait éventuellement avoir un résultat similaire. Si on n'en a pas, ça veut dire qu'on n'est pas réellement en train d'utiliser la data. Ah, c'est bien que tu dises que les entreprises africaines, est-ce qu'elles utilisent vraiment la data? Mais ça, on ne peut pas vraiment le savoir. Je ne sais pas s'il y a des études dessus. Herman, est-ce que tu as des chiffres par rapport à ça ou bien des idées?
Ce qui est sûr, tu dois en avoir parce que, Non, en mais- tant que personne qui coach et accompagne l'entreprise, Non, mais encore une fois, tu sais, quand la VA est arrivée, Video Assistant Referee, quand c'est arrivé là, donc il y a un match qui se déroulait, et puis il n'y avait pas la VA, le truc, tout ça, avec les écrans et tout ça. Donc l'arbitre a eu la belle idée de faire appel à un ganga, un charlatan qui était au bord du terrain. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une situation de contentieux, oui. il faisait comme ça, et puis il allait voir le charlatan pour dire, de demander de faire Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Et puis il jetait son truc comme ça, et voyait les choses. Donc, il disait, non, c'est telle personne, c'est pas telle personne. Ça, c'est de la donnée. Herman, il y a des histoires vraiment reconnaissantes. Non, franchement. Vraiment. Non, je suis sérieux, pour faire sérieux. Et j'étais sérieux jusque-là. Tu sais, la plupart des gens, et j'ai dit à un dirigeant sénégalais qu'on va travailler avec lui pour élaborer son plan stratégique. Et il m'a dit que lui ne sait pas ce qui va se passer demain et qu'il ne peut pas faire un plan stratégique. J'ai dit, OK. Il était vraiment sérieux. Peut-être il gagnait beaucoup d'argent. Au départ, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que je voyais que lorsqu'il y a un décès au Sénégal, les gens quittent le bureau précipitamment. Et puis, il fallait faire l'enterrement. Et tout ce qui était prévu, réunion stratégique, tout ce que tu veux là, on laisse tomber tout ça. On va à l'enterrement. Et garde à toi si tu n'y vas pas. J'ai fini par comprendre qu'en fait, il y a effectivement des choses. Les gens croient plus à ce que le pasteur dit. Les gens croient même aux on-dit. Tu vois, il paraîtrait que. C'est comme on passait devant un immeuble hier, j'ai dit, mais qui construit ça? Quelqu'un me dit, il paraît que c'est une dame. J'ai dit, d'accord, elle s'appelle comment? Et il regarde l'autre. Elle s'appelle comment? La dame, elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment déjà? Il paraît que c'est un Aladja. Et personne ne savait. Donc, c'est les on-dit. Oui. La donnée n'est pas disponible, même si puisque la donnée, elle est disponible. Mais on ne va pas aller la chercher. On peut faire des suppositions. La plupart des décisions, et je peux te dire, c'est plus de 95% des décisions que les dirigeants prennent, c'est essentiellement basé sur les on-dit. Prédictif. Et Intuitif. non, les ont dit. Il paraît que. C'est Tu vois. très informel. Il paraît que. Mais imagine un dirigeant te dit, à un moment donné, il faut savoir taper du poing sur la table. Quand moi je fais une formation sur le leadership, on me dit, à un moment donné, il faut savoir taper du poing sur la table. Je dis, OK. Regarde, ça c'est une supposition. Regardons ce que disent les faits. Tout à fait. Donc, il y a 15 personnes dans la salle, je dis, OK, combien parmi vous ici aiment qu'on tape du poing sur la table? Zéro. C'est clair. Combien de personnes, 0% de personnes aiment qu'on tape du poing sur la table? OK. Personne n'aime ça. Combien de personnes ici, quand on tape du poing sur la table, ça leur fait un effet positif? Zéro. Combien de personnes, quand on tape du poing sur la table, ils passent à l'action? 15%. Donc, quand quelqu'un dit, à un moment donné, il faut savoir. Il n'aime pas, mais c'est taper pas que du ça poing sur la fait table, agir. Il est en train de dire ce que lui-même il pense. Et il tient une conclusion par rapport à ça. On appelle ça un biais de confirmation. On en avait parlé l'autre Tout à émission. fait. Et donc, les dirigeants africains, de façon générale, ils sont caractérisés par le biais de confirmation. Ça fait un. Deuxièmement, quelqu'un m'a dit la dernière fois, Emmanuel, on veut conduire une enquête salariale pour savoir nos concurrents payent. J'ai dit, en fait, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir la réalité. C'est un peu africain qui dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir la réalité. Bon, faisons simple. Toi, tu as 10 personnes qui sont parties la dernière fois. Très bien. Tu sais que tu leur payais X montant. Magnifique. Et tu sais qu'ils sont partis et ils ont dit qu'ils avaient une offre. Tu as fait une contre-offre qu'ils ont refusée. Très bien. Et peut-être finalement, ils t'ont dit, voici ce qu'on me donne, je ne peux pas rester. Normalement, sur la base des 10 derniers départs, tu sais de combien tu dois Même faire. sans avoir forcément fait un tableau Excel, ça tu vas le savoir. Tu dois savoir quel est le pourcentage de mois dont tu dois À moins que tu refuses de regarder la réalité en face. Pour mettre fin au débauchage. Tout à fait. Et tu dois comprendre qu'en fait, en général, peut-être en moyenne, les données te disent 40% du temps, des gens, quand on arrive à débaucher, eh bien, on double leur salaire. Donc, si tu veux mettre fin au débauchage de tes talents les plus exposés, tu dois augmenter les salaires de 100% avant que les concurrents ne le fassent. Comme le dit un proverbe africain, quand tu as l'habitude de côtoyer une fille et que tu ne demandes pas sa mère, sa main, avant. Sa mère ou sa main? Sa main. Ok. Avant ton voisin, c'est ton voisin qui va l'épouser. Sur cette note, j'aimerais qu'on demande à Edgar, justement, qui est là avec nous, en tant que député CEO de marketing, qui fait des études, justement, analytiques très poussées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je comprends bien, vous pouvez nous dire clairement, chez Marketing, comment est-ce que les entreprises utilisent la data pour conquérir leur marché? Alors, on a remarqué une chose, c'est que la data elle est disponible, comme l'a dit tout à l'heure Herman, mais sauf qu'on ne l'utilise pas. C'est-à-dire, dans une entreprise, les entreprises ne prêtent même pas attention à combien de pétitions on a eu, par exemple, pour nos clients, combien de clients sont satisfaits, ou même parfois, quand nos commerciaux s'en vont, peut-être s'en vont autant pour moi,
rencontré les prospects, combien de prospects parmi eux peuvent dire que je connaissais votre entreprise avant que vous veniez me contacter. C'est ça. Donc, ce sont des données qui, normalement, devaient être utilisées. Et Qui existent, qui doivent être collectées. Qui hésite. Mais est-ce que les entreprises mettent en place un processus justement pour arriver à ça, avec les commerciaux? Parce que là, tu parles des commerciaux. Le principe est que on se retrouve peut-être à ne pas reprocher à ignorant d'ignorer. Pourquoi? Parce que ces ils savent éventuellement qu'ils doivent l'utiliser pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Sauf qu'ils ne connaissent pas et ils ne font pas usage de ces données. Okay. Donc, ça veut dire que ça devient maintenant des données inexploitées qui conduisent à des décisions parfois intuitives. Parfois, ça marche, mais c'est le hasard. Donc, quels sont les modèles à suivre, donc, du coup? Alors, le modèle que nous avons, puisque tu l'as si bien dit tout à l'heure sur Amazon, Amazon a une obsession, c'est la satisfaction client. Et moi, il y a une phrase qui me passionne, c'est que « If the why is powerful, the how is easy ». Si le pourquoi est tellement puissant, le comment c'est facile. Donc, si tu as cette obsession pour la satisfaction du client, tu vas te poser les bonnes questions pour pouvoir satisfaire ton client. Et les bonnes questions ne peuvent avoir de bonnes réponses que lorsque tu as réellement des bonnes données que tu arrives à interpréter. Donc, c'est essentiellement ça. Ça va déjà... Alors, comme on le dit en Afrique, peut-être je vais utiliser le proverbe africain comme... on dit le poisson pourrit par la tête. Le poisson pourrit par la tête, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que même les dirigeants, c'est tellement intuitif. Et quand vous avez parlé tout à l'heure de schéma, ils ont déjà rencontré des situations par le passé. Ils prennent des décisions similaires à cette décision qu'ils avaient eu à prendre le passé. Quand ça marche, ils considèrent que c'est ça. Sauf que parfois, le contexte change et ce n'est pas la même chose, comme vous allez avoir comme résultat. Et comment est-ce qu'ils réussissent justement à prédire les comportements des utilisateurs? Est-ce qu'ils arrivent à prédire? Non. C'est ce qu'on dit souvent. Parce que quand tu regardes les plateformes comme Amazon, IBM ou bien d'autres, Alibaba, etc., ces grandes structures de e-commerce et digital, elles te suivent. Elles te proposent des données, elles te proposent d'acheter des produits. Parfois, pour ma petite histoire... Parce qu'elle te propose, oui. C'est-à-dire qu'elle, je regardais justement... Excuse-moi. Vas-y. Je regardais un peu un reportage dans les débuts d'Amazon et les fondateurs, les collaborateurs qui étaient là depuis le début, on va dire les piliers plutôt, disaient que quand Amazon a connu son shift en termes de performance et de chiffres, c'est quand justement ils étaient dans cette obsession du consommateur. Ils avaient un truc qui s'appelait le Customer Ecstasy. Donc tout ce qu'ils faisaient, c'était construire, délivrer, optimiser sur la data. Et donc ils ont mis un pixel, tu vois, pour suivre les habitudes des consommateurs et après les retargeter en leur proposant justement des offres, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont pu justement tripler leur chiffre. Et effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Tanela, le piège dans lequel nous sommes, c'est qu'on ne continue toujours pas à faire le marketing, du moins c'est d'analyse de données, comme on vient de le voir, en faisant par exemple segmentation, sexe, âge, études basiques. Tout à fait, démographie. Alors que aujourd'hui, quel est réellement le comportement, Parce que quand même on prend ChatGPT, c'est-à-dire en fonction des discussions que vous avez eu à avoir, il peut définir quel type de profil tu es. En fonction du profil de type de... Alors, par exemple, moi, ça m'est arrivé ne serait-ce qu'aujourd'hui, je prends un ChatGPT que je n'utilise pas et un autre que j'utilise. Et quand je lui ai proposé quelque chose, il m'a répondu comme M. Nanda, alors que quand j'ai posé la question à celui qui me connaît, il a répondu sur la base des informations que tu avais déjà données. Effectivement, et c'est très important dans le marketing parce que quand tu parles de données démographiques aujourd'hui, moi, quand je parle aux entrepreneurs, je dis toujours que tu ne peux pas te permettre de te dire que bon, mon client idéal, c'est quelqu'un qui a telle tranche d'âge, qui a tel sexe, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Aujourd'hui, on a besoin de savoir quelles sont ses habitudes, où est-ce qu'il fait les achats, quel type de personnes il rencontre, etc., etc. Donc, ce sont des données qui, aujourd'hui, sont cruciales. Et j'ai envie de te demander même, est-ce que tu as l'habitude de voir des entreprises qui utilisent ces données? Tu as dit que très peu utilisent. Mais sur le peu qui utilisent, est-ce qu'elles le font de façon efficace? Dominique, je voulais préciser, avant que peut-être que tu n'avances sur le sujet, que la donnée est la nouvelle sorcellerie des entreprises. La donnée, c'est l'or. La nouvelle sorcellerie des entreprises. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire des choses, mais ils sont des sorciers. Comme tu parlais de ce shift que Amazon a eu. Ceux qui utilisaient Amazon, on va dire il y a 20 ans, oui, environ, ils ont pu constater quelque chose à un moment donné. Tu achètes un livre, on dit, les consommateurs qui ont acheté ça ont aussi acheté ceci. Alors, on te propose les mêmes produits. Dès que je vois cette proposition, j'ai tendance, quand je voulais dépenser $10, $15, sur un livre, je peux aller jusqu'à acheter ton panier moyen augmente. Tu dépenses $50. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont collecté les données sur les historiques d'achat des gens. Tout à fait. Ils savent que tu as aimé un livre, et que tu vas atteindre les mêmes objectifs probablement que eux. Et ils ont lu ces livres-là.
Tu dis, si ceux qui ont acheté ça, ils ont acheté ça aussi, donc c'est une bonne chose pour moi. Et c'est la puissance Des données. de la donnée. Tout à fait. Donc, collecter la donnée pour proposer, pour contrôler. C'est la sorcellerie, ça. Hein. Pour contrôler le comportement. La sorcellerie des temps pour modernes. pousser les gens, dire, voilà ce que tu dois faire. Les gens comme toi font la même chose. Ceux qui ont acheté Réussir devenir riche, ils ont acheté tel livre, ils ont acheté Nothing Down, ils ont acheté Stratégie de prospérité, ils ont acheté... voilà. Voilà. Et donc, du coup, tu dis, bon, ok, je ne veux pas être bête, je ne veux pas m'exclure. Et donc, il a dit, ce n'est pas l'âge, c'est le comportement. Tout à fait. Donc, le truc est simple. Comment se sont comportés sur notre site internet? Les gens qui ont acheté ce livre, ils ont acheté quoi d'autre? Ils ont fait quoi d'autre? Quels CD ils ont acheté? Et donc, tu leur fais des propositions. Mais c'est ça la puissance du marketing. Tu t'as dit qu'en fait, en faisant la proposition, tu multiplies la valeur du panier par 5. Tout à fait. C'est la puissance. Et le marketing prédictif. Et c'est l'une des choses dans lesquelles Amazon a été très fort. Aujourd'hui, ça nous amène justement à parler du marketing prédictif parce que le marketing prédictif te permet aujourd'hui de savoir exactement ce que tu dois proposer comme produit, Absolument. ce que tu dois proposer comme offre, à quel moment faire des promotions, à quel moment faire des réductions, à quel moment lancer de nouveaux produits. Et créer un sentiment d'urgence. Tu vois, ils ont fait beaucoup. Il reste plus que 1, plus que 2, plus que 5 en stock. Donc, du coup, toi, tu vois ça, tu te dis quoi, il faut que j'achète, je veux pas que l'article soit c'est ça. Et c'est sur la base des données. Même aujourd'hui, si tu regardes les réseaux comme Facebook, parfois, ils t'envoient des images, des contenus. Après, ils te demandent, est-ce que vous avez aimé ce contenu? Et quand tu cliques sur tu as aimé, ils vont te proposer d'autres contenus pareils. Pourquoi? Parce que tu as donné une donnée, tautologie, mais tu as donné une donnée, tu leur as fourni une donnée, et tu utilises ça justement pour te donner une meilleure expérience. Pour faire oracle sur toi. Oracle sur toi. Non, mais alors, tu sais, encore une fois, l'idée de supposer, on doit arrêter de supposer. Je me rappelle, nous, on était convaincus que pendant le ramadan, les gens n'aimeraient pas aller à une formation. Avant de nous rendre compte de ce que, dans les pays musulmans, pendant le ramadan, la formation permet aux gens de tuer le temps. Tout à fait. Est-ce que tu vois un peu? Wow. Oui, absolument. Et il a fallu que nous osions lancer une formation en plein ramadan pour voir que le taux de participation était le taux le plus élevé. Mais est-ce que ça a été fait sur la base de l'étude des autres pays ou alors c'était par une Non, mais fiction? alors, il y a une chose en stratégie qui permet de faire la différence. On appelle ça le counter-intuition. Être contre-intuitif. Oui. Essayer de faire quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre de ce qui est classé pour challenger le Try statu and quo. see. Par exemple, nous, on était convaincus que les gens ne participeraient pas à des formations au mois de janvier. Ce qui, normalement, est faux. Parce que la plupart des entreprises, de plus en plus, font leur plan de formation bien avant. Et nous, on sait quels sont les types de formations que les gens veulent. On était surpris de voir que tu organises une formation au mois de janvier, les gens participent. Ça cartonne. En général, mais en février, c'est compliqué parce qu'ils sont dans la période high des conseils. Mars, c'est compliqué parce qu'ils sont dans la période high des conseils. À partir d'avril, ça commence pas à diminuer. Mais encore une fois, il ne faut pas supposer. C'est des petits tips pour vous, là. Il faut collecter la donnée. Maintenant, on a compris une chose définitivement. Il ne faut pas faire de formation au mois de décembre. Ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Donc, on a tenté, on a insisté. Essayez, insistez, persistez. Au moment où je suis en train de parler, on a une formation la semaine prochaine. Oui. On a eu près de 30 désistements pour te dire. Waouh. Et donc, on a compris que, voilà, décembre, c'est Les pas données, la peine. les chiffres ont parlé. Laisse décembre à la fête. Oui. Donc, les données collectées sur les dernières tentatives de formation au mois de Décembre. nous ont montré que ce n'est pas la peine. On a insisté. On a même un prix moyen à partir duquel le nombre de participants diminue de 40%. C'est-à-dire qu'il y a un montant, par exemple, pour nos formations, mais nos workshops, quand on fixe ce montant-là, le nombre de participants diminue de 40%. À un moment donné, les gens voulaient dire non, il faut augmenter les prix. Vous dites, excusez les gars, dès qu'on augmente, moi, on a fait simulation. Quand le prix est atteint, voici le nombre moyen de participants. Quand on augmente le prix de 200 000 francs CFA, environ $300, voici le nombre de participants. Voici le montant à partir duquel on franchit la barre de X montant. Donc, c'est ça l'avenir de la prise de décision. C'est pas ce que tu as envie de faire. C'est ce que les chiffres disent de faire. Il paraît qu'il y a 3 choses qui ne manquent pas. 1. Dieu ne ment pas. 2. Le temps ne ment pas. 3. Et les chiffres ne mentent pas. Voilà. Alors, Edgar, est-ce que tu as un insight particulier à nous partager de ton expérience avec l'entreprise que tu accompagnes pour qu'elles puissent intégrer la donnée, la collecte de données dans leurs décisions? Alors, c'est magnifique. Comme je l'avais dit tantôt, en fait, une question qui m'est revenue récemment, c'est pourquoi les entreprises ne sont pas réellement data-driven. Okay. On s'est rendu compte que c'est culturel. Pourquoi? Comment ça culturel? On n'est pas orienté de données. On ne cessera de le répéter, on n'est pas vraiment orienté de données. Et même moi, ça m'est arrivé d'avoir, comme on le dit,
d'avoir peut-être ce qu'on appelle un biais. Un biais parce que tu veux juste confirmer quelque chose, bien tu as un narratif que tu veux juste te raconter. Tout à fait. Sans forcément faire la collecte de données et parfois même faire la bonne analyse pour que tu puisses faire la bonne interprétation. Donc, c'est la première des choses. Il faudrait qu'on puisse passer à l'autre étape qui est de devenir une entreprise ou bien un dirigeant data-driven. Vraiment, que ce soit un mindset que nous avons. Et dès que ça commence par la tête, puisque c'est pour ça qu'on disait que le poisson pourrit par la tête, tant que le poisson est pourri par la tête, la pourriture en question ira vers la queue. Oui, c'est clair. Donc, c'est pareil, quand le dirigeant éventuellement lui-même déjà n'est pas orienté données, et il ne sait même pas d'accord quels sont les types de données que je dois recueillir au moins tous les jours. Voici les 3 types de données que je dois impérativement recueillir. Si tu ne sais pas ça, tu vas passer à côté de ta journée et tu vas passer à côté de la performance. Mais est-ce qu'ils sont ouverts à pouvoir utiliser, ou bien, on va dire, tirer le meilleur parti de la donnée? C'est le dirigeant que tu côtoies. Si c'était le cas, on n'allait pas avoir dans nos entreprises qu'en général des chefs de département marketing. Parce que, alors, de toutes les entreprises que nous sommes en train d'accompagner et que moi je connais un peu partout, 90% des responsables marketing sont appelés responsables marketing ou bien chefs de département marketing. D'ailleurs, on n'a même pas souvent des responsables de data analytics dans le département marketing. Normalement, tout département marketing, communication devrait avoir un responsable de données pour analyser les données. Pire encore, le marketing parfois même est rattaché à la direction commerciale et le directeur commercial prend 95% pour le développement commercial. Et ceux qui sont peut-être à un titre de marketeur, permettez-moi, c'est que en général, c'est la communication qu'ils font. Oui, on fait tel branding, on fait ça. Les lancements. On fait les lancements. Et c'est essentiellement... Les goodies. Essentiellement... Les t-shirts. Les t-shirts. Automne rose, automne novembre. Bon, récemment, on m'a même dit qu'il y a... comment ça s'appelle? Novembre bleu. Bon, façon dont on m'a dit qu'on doit faire le test là, façon dont tu dois t'allonger et puis façon... Bon. J'hésite à fatiguer à le faire. Mais c'est essentiellement ça. C'est une barque bleue. C'est une barque bleue. Heureusement, bon, bleu, mais bon, c'est pas si bleu ciel. Donc, commençons déjà par changer ce mindset, être orienté data-driven, savoir qu'on ne peut rien faire sans avoir la bonne donnée, collectée en permanence, puisque la donnée existe, c'est-à-dire, je prends 10 clients. Dans la journée, sur les 10 clients que j'ai eus, dans exactement 1 mois, 2 mois, si normalement ils devaient racheter encore chez moi, peut-être chaque semaine, combien parmi eux ont racheté? Oui. Ces données sont déjà existantes. Elles impactent le marché finalement. Elles impactent le chiffre d'affaires. Sauf qu'on ne l'analyse pas. Elle est là. On ne l'analyse pas. Autrement, on ne l'exploite pas. C'est ça le challenge. Commençons déjà par exploiter le basique. Ce n'est pas grand-chose. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'aujourd'hui, avec des formules, je ne fais pas la promo de WhatsApp, mais WhatsApp Business a des formules qui te permettent déjà de, en temps, faire des planifications, mais également analyser des données à partir des messages que tu reçois. Il y a certains clients, ils t'envoient des messages régulièrement. Tout à fait. Ça te permet déjà d'analyser. Ça fait au moins un moment, il n'a plus envoyé un message. Donc, je l'ai écrit. C'est comme, par exemple, chez nous, à HNC, bon, je suis toujours de HNC. Marketing. Mais je suis du groupe HNC, c'est l'ADN. Chaque dimanche, ceux qui sont à un compte à Manager City, ils reçoivent le point de leur avancée. Oui. Et c'est sur cette base, nous-mêmes, ça nous permet déjà de contacter les gens pour savoir, OK, monsieur, vous avez pu avancer vous avez pu dans la formation, oui. Sachant très bien que c'est parce que la personne avait un besoin, on oublie ça. Si la personne a eu un besoin, elle a souscrit la formation. Elle a souscrit la formation. Donc, si vous assurez que la personne suit réellement la formation, il faudra atteindre son objectif. Et sur cette base, vous pouvez faire du upselling avec la personne. Oui. Mais en général, comme on a vendu la première fois, on laisse. Donc, la question que vous va poser, quel est réellement le pourcentage de upselling si on regarde réellement le chiffre d'affaires global de nos entreprises? Encore une fois, les données sont disponibles, à nous de pouvoir la traiter et puis pouvoir les... Magnifique. Et j'aimerais justement dire aux entrepreneurs qui nous regardent qu'on n'a pas besoin forcément d'être une grande entreprise pour pouvoir collecter la donnée. Aujourd'hui, on a des petites entreprises, des petits marchés, des TPE, des très, très, très petites entreprises qui ont forcément un historique, mais ils ignorent cet historique-là. Vous avez des personnes qui viennent vers vous pour acheter un produit, même la maquilleuse qui vient, on est en train de faire du tournage d'une émission. Et puis, tu vas venir chaque mois, j'informe à la maquilleuse que
je viens chaque mois, mais le mois prochain, elle ne m'appelle pas pour savoir si j'ai encore le maquillage à faire. Ça veut dire qu'elle a quand même des expériences des clients qui viennent chaque mois au Bénin Mais pour pouvoir tourner. Mais elle ne collecte pas ces données pour analyser, se rendre compte que oui, elle aurait pu se faire de chiffres chaque mois. Donc, même au niveau des tout petits business, vous pouvez analyser les données. Vous n'avez pas Et besoin même d'avoir avec les réseaux sociaux, 50 Facebook, clients, Instagram, 100 TikTok. clients, même avec 10 clients, on analyse en fait. Et à partir de là, on peut faire, comme on dit toujours, scale up et proposer plus. Alors, j'ai remarqué quelque chose de très important, c'est qu'en fait, lorsque nous devons opérer des choix, il y a une seule chose importante qui nous échappe en général. Nous ne nous posons pas la question suivante, que disent les chiffres? Tout à fait. Et comme on a dit, les chiffres ne mentent pas. Les chiffres te disent, OK, les 6 derniers mois, ou les 18 derniers mois, tu as perdu 10 employés clés. Tu as essayé de les remplacer, tu as pu remplacer 5. Mais à chaque fois que tu voulais les remplacer, tu as dû augmenter le chiffre d'affaires par 2,5. Donc ça veut dire tout simplement que ton histoire qui consiste à augmenter le salaire de 15% là, ça ne fait pas l'affaire. Tu peux regarder ça. Demande-toi constamment, que disent les chiffres? What are the numbers saying? Maintenant, il y a des gens qui doivent opérer des choix évidents et qui disent, bon, je n'ai pas les données. Faites-moi une étude et je vais les donner. Alors que le choix est là. Qui te disent, non, maman, parce que parfois, la donnée est là et tu ne veux pas la regarder. Tu comprends? Parce que tu Donc, te dis que peut-être c'est pas trop ça. Peut-être qu'il y a des erreurs non, dessus. c'est parce que en fait, ce que la donnée te dit de faire, Tu ne veux pas le faire. Donc, tu vas aller chercher les d'autres données Ton intuition. et voilà, et tu vas tomber dans un biais narratif Oui. pour raconter une autre histoire qui est différente de la vraie histoire que les données disent. L'autre chose importante aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les occurrences. Tu vois, les occurrences. Très peu d'entreprises font ce qu'on appelle l'interview de départ. Quelqu'un finit, la personne doit partir. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Pour collecter les données, pour dire, OK, pourquoi la personne est partie, qu'est-ce qu'elle a aimé, qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé, etc. Ou bien l'interview post-départ. Pour dire, OK, maintenant que tu n'es plus fâché, voilà. Parce qu'en général, quand les gens partent, Ils sont très en colère, oui. mais quand ils reviennent à de meilleurs sentiments, on peut collecter les données. Je me rappelle une personne qui a quitté chez nous et on s'est parlé après. Elle m'a dit vraiment, c'était ma meilleure expérience d'entreprise. Elle dit, mais cette personne qui nous insultait ici, là, elle est partie. Donc, quand elle s'est calmée, elle a pu faire le comparatif. Mais en collectant les données, elle va dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? On n'a pas géré un moment émotionnel de la vie de la personne. Et si on gérait mieux ce moment émotionnel, on aurait de meilleures performances. La même chose est vraie pour les clients qui vont partir. Un client m'a dit, Emma, ce n'est pas qu'on ne vous aime pas. C'est que vous promettez plus de choses que vous ne pouvez faire. Donc ça dit qu'en fait, ça nous dit, OK. Ça nous dit, OK. Il dit, mais je ne suis pas fâché, mais vous devez délivrer ça. Mais ça dit qu'on promet trop. Oui. Donc peut-être que ça nous permettrait de dire, OK, on va diminuer Low down un peu. ce qu'on promet, quitte à délivrer plus. Tout à fait. Au moins, le client, à ce moment-là, il est très excité, il est en extase, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à la fait, si d'Amazon. vous pouvez délivrer 10, promettez 7. Crois-moi, quand on avait l'habitude de me le dire, On fait plus. je n'acceptais pas. Je n'acceptais pas. Mais en réalité, les clients nous ont dit, on ne vous déteste pas. Et on est content de ce que vous avez à faire. Mais il y a des choses que vous avez promis qu'on n'a pas délivrées. Oui. Donc le message est très simple. À la fin de la journée, j'ai compris que, ça fait moi 5 clients qui me disent, c'est Promettez moins et donnez plus. Exactement. Quand je parle du top 10 des clients, eh bien, jusqu'à 70% disent que on est content de ce que vous faites, mais il y a des choses que vous avez promis qu'on n'a pas fait. J'ai compris que c'est quelque chose de très important. OK, quand on me disait il faut promettre peu et délivrer plus, je n'acceptais pas. Mais les données m'ont amené à comprendre que les clients t'aiment. Ils aiment le peu de valeur que vous délivrez. Mais attention, promets moins, délivre plus. Et quand on ne commence pas à promettre moins et on ne commence pas à délivrer plus, on a vu que la satisfaction client, l'engagement client a drastiquement augmenté. Donc, c'est la donnée qui gouverne les choix business. Celui qui veut opérer des choix business en dehors de la donnée, elle pourrait être complètement à côté de la place. C'est pour ça que, comme les gens ne veulent pas voir leurs propres données, eh bien, nous, on s'est dit, OK, avec Marketing by Chelsea, on a la possibilité de collecter toutes les données des gens pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça vous coûte de ne pas faire ce que vous devez faire. On proposera des insights qui aideront les entreprises et les dirigeants à opérer de meilleurs choix. Merci, Herman. On va terminer sur ce topic avec peut-être une dernière question pour Edgar. Quelles sont les 3 données qu'une entreprise devrait collecter pour s'assurer d'avoir des bonnes données qui permettent de faire des bonnes analyses? Pour moi, il y a 3 questions qu'un dirigeant doit se poser tous les jours. Oui. La première question, c'est quel type de comportement mon client est en train d'avoir. La deuxième question qu'il devait se poser chaque fois, quelles sont les données qui sont déjà disponibles, mais que nous n'exploitons pas. Alors, c'est extraordinaire, c'est Samson Kakpo, un consultant et coach, executive coach que j'apprécie bien, qui disait récemment que l'intelligence artificielle, c'est pour les gens intelligents.
Oui. C'est une phrase qui m'a. Faut être intelligent pour pouvoir donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne cherchons même pas à aller faire quelque chose de big data ou bien quelque chose d'extraordinaire. Une grosse étude. Basique. Quel est le comportement de mes clients actuellement? Je regarde juste mon tableau de bord, je regarde mon portefeuille, comment ça se passe. Deuxième question que je vais me poser pour avoir une meilleure réponse, c'est... Quelles sont les données qui existent déjà qu'on n'utilise pas? Quelles sont les données qui existent déjà et que nous n'utilisons pas? Et troisième question, comment on peut utiliser ces données pour pouvoir faire de meilleures choses? Utiliser les données pour faire de meilleures choses. Merci beaucoup, Edgar, Plaisir, pour ces bienvenue. partages puissants. On termine aujourd'hui avec le Hot Topic. Nous sommes contents de t'avoir encore. Au plaisir. Et nous espérons t'avoir à nouveau Inch'Allah, comme on dit au Sénégal. pour C'est un le chien, prochain épisode. Alors, on va directement au Top Tips. Tanela. Le top tips du jour, la data change le jeu. Nous avons notre expert aujourd'hui, Edgar, qui nous a donné les 3 points justement qu'on doit, en tant que dirigeant, tous les jours observer pour changer le game, changer la tendance dans nos business, dans nos activités. Et aujourd'hui, la donnée n'est plus un luxe réservé à une élite, à des géants. C'est un outil stratégique accessible à tous, à tout le monde, du plus grand dirigeant à l'entrepreneur. Donc, appliquons, changeons la tendance et transformons nos entreprises. Super, waouh, c'était très insightful. Merci beaucoup, Tanela, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé la Team Agile, le talk des décideurs agiles by Agile Team. Nous sommes ravis de vous avoir. Merci, Edgar, d'avoir participé à cet épisode. Merci, Tanela et Herman. Je t'en prie pas. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire, partagez cet épisode à des dirigeants qui font face à des défis de données ou bien qui ne savent pas comment utiliser la donnée et qui découvriront à travers cet épisode que la donnée, c'est de l'or, la donnée change de marché, la donnée permet de dominer son marché. J'étais Dominique Odiep, ravie de vous avoir eu. C'était la Team Agile. Pour l'heure, restez connectés, restez curieux et surtout restez Agile. ciao. Ciao.